Maxime Ferret. Bon. Bonsoir. Lucas, je parle maintenant. Je parle maintenant. Ouais. Oui ou non? Ouais, ok. Ouais, j'ai bu un verre de vin, ça va m'aider. Bonsoir. J'espère que ça va. Vous allez bien? C'est cool. En vrai, c'est trop cool parce que l'événement, il a été super trusté un peu au dernier moment. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits dernièrement là, dans ces 3 derniers jours. Et du coup, on est trop content de vous accueillir. Pour info, d'ailleurs, on va malheureusement bouger de ces locaux bientôt. Mais on va avoir des locaux avec un rooftop, enfin avec un extérieur super sympa, pile pour l'été, enfin un peu après l'été. Du coup, on essaiera d'organiser d'autres events en mode drinks et tout aussi sur la terrasse. Donc voilà, si ça peut faire plaisir à la communauté, c'est toujours cool. Et donc du coup, moi j'ai été prévenu ce matin que c'était bien que je fasse un petit message. Et du coup, je vais vous faire le truc, c'est qu'en fait, je me suis dit, parce que comme l'Emlist, en fait, c'est Bonne qui fait l'événement, mais l'Emlist, on accueille et on paye la nourriture et les pizzas. Et le son, il est un peu bizarre, non? Non? Ça va? Ouais, ok, bah, il est parfait. Et du coup, je devais faire un message et en fait, je me suis dit, c'est toujours pareil, les messages d'accueil, c'est voilà, Gong fait cette fonctionnalité, etc. Et c'est un peu boring. Et du coup, en fait, je vous suis dit qu'on allait faire un truc un peu différent. Mais déjà, avant ça, je voulais remercier tous ceux qui ont permis d'organiser l'event. Donc, Lucas, Héloïse, beaucoup. Et la vidéo, ouais, Jessie, Pierre, enfin tous ceux qui ont permis de faire l'event. Et merci à vous deux d'accepter de venir pour parler. C'est trop cool. En vrai, on a trop de chance d'avoir des gens super avancés comme vous qui contribuent. Donc merci beaucoup. Tac, tac, tac. J'ai un petit doute sur le flow. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je commence là en gros. On reviendra sur le plan. Mais ça, je pense que vous savez un peu. Juste sur Bonne, en gros, super intéressant. 2800 membres dans le Slack. Genre, on est 1200 monthly active users et 450 daily active users. Donc, c'est pas 28%. Et en gros, c'était pour voir les gens qui étaient précis. Et 33% des gens qui postent. Donc, intéressant comme stat que savoir que voilà, il y a des gens qui consomment mais qui postent pas. Bon, c'est classique, je pense, sur ce type de truc. Et en petite croissance, pas non plus folichonne. Là, je sais pas ce qu'il y avait, mais je pense qu'il y a eu des trucs genre on a viré des gens ou je sais pas, des automations, je sais pas trop. Mais voilà, donc stat, la communauté grossit, mais grossit de façon raisonnée. C'est un peu le terme de la French Tech maintenant. C'est de la croissance durable. Donc on fait de la croissance durable chez Bonne. Voilà. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire pour vite fait vous parler de l'Emlist. Et plutôt que de vous sortir des features et tout, je voulais vous faire un petit peu de story. Et je vous disais, en fait, il était une fois une entreprise qui faisait 1,3 million de MRR, donc 15 millions d'ARR, après seulement 4 ans, et qui était bootstrap. Et cette entreprise, c'est Lemlist. Et en gros, Lemlist, elle avait mis 2 ans, alors moi, j'étais pas là, mais ça a mis 2 ans à passer de 0 à 1 million d'ARR. Ça a mis 1 an de passer de 1 million à 7 millions. Donc là, je peux vous dire, à mon avis, quand tu étais là, c'était cool. Et après, 1 million pour passer de 7 à 15. Tout ça en étant autofinancé. Mais comme dans chaque histoire, il y a un méchant. Et le méchant, dans cette histoire, il a fait que la boîte, elle a plateau. C'est-à-dire, en gros, elle a plus grossi pendant longtemps. Elle est restée à 1,3 million de MRR, pardon, donc 15 millions d'ARR, pendant à peu près 15 mois, 16 mois même. Et donc, ce méchant, c'était quoi? C'était le churn. Le churn, c'est un méchant. Et pourquoi est-ce qu'on avait ce méchant? C'est très simple, c'est parce que nos personas, c'était beaucoup des founders. Donc là, j'ai mis 60%, mais c'était plus que ça même à l'époque. Et les founders, c'est des gens qui étaient fans de Guillaume, qui connaissaient la marque via Guillaume, etc. Et c'est des gens dont la durée de vie était assez courte, pas au sens propre, mais au sens business. Puisque souvent, ils montaient leur boîte, ils disaient, tiens, je vais monter une boîte, puis 3 mois après, la boîte, ça marchait pas, ils changeaient d'idée, etc. Donc, naturellement, c'est des business qui, en fait, n'avaient pas une espérance de vie très longue. Et donc, ça faisait que, malgré il y avait des facteurs externes à nous, à l'Emlist, qui faisaient que ça churnait. Et donc, il fallait résoudre ça. Et donc, on a eu une idée, on a réfléchi fort, et on s'est dit comment on va essayer de résoudre le churn. Alors, on ne l'a pas encore 100% résolu, hein, mais comment on va le combattre. Et on s'est dit, en fait, il y a des acteurs. On a regardé les plus gros. On s'est dit, qui nous ressemble et est beaucoup plus gros que nous.
et pas juste genre 30% plus gros, tu vois, mais genre vraiment 10 fois, 20 fois, 30 fois plus gros. Et on s'est dit, bah en fait, des trucs qui existent déjà, c'est toujours mieux que de créer un truc qui n'existe pas et de te dire j'espère que ça va exister, quoi. Et du coup, en fait, on s'est dit, bah tiens, Salesloft et Outreach font 500 millions d'ARR à deux, mais personne n'est vraiment content d'eux. Alors je dis ça, j'espère qu'ils sont pas là. En tout cas, quand tu parles à des gens, c'est assez rare qu'on me dise ouais, j'adore, c'est incroyable et tout. Les gens en général disent ouais, c'est pas ouf, ou alors c'est nul, ou c'est pas utilisé, etc. Donc on s'est dit bah en fait c'est stylé. Il y a, genre on fait 15 millions, il y a un marché de 500 millions qui est vraiment pas loin. Comment on fait pour faire ça? Et du coup bah on a travaillé, on a construit des fonctionnalités, donc on est encore en train de le faire, mais du coup on s'est repositionné d'être une plateforme de cold outreach, c'est-à-dire qui envoie des emails en masse, etc. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être une plateforme de sales engagement, c'est-à-dire plus à destination d'équipes BDR, d'équipes sales, et donc de combiner une approche d'utilisation volumique par des growth ou des ops avec une utilisation par des sales. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire on a réussi à 100%, d'ailleurs, tu le sais bien, mais parce qu'on parle avec plein de boîtes où on est en train de co-construire avec eux le tool, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et du coup, c'est un changement de stratégie qui nous a permis aujourd'hui de retrouver de la croissance et du coup de faire 9 millions de croissance en 14 mois en ARR en étant rentable et en faisant 30% de marge d'EBITDA. Donc voilà, donc c'était juste une histoire en fait pour expliquer à quel point ça peut avoir de l'impact la stratégie en vrai et de réfléchir. Et de vous expliquer aussi que bah, l'Emly ça change, ça évolue, qu'on sort plein de trucs. Et donc vous connaissez certainement de nom, mais si vous ne l'avez pas testé depuis longtemps, vous pouvez le retester. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais donner la parole à ceux qui savent vraiment des choses. Voilà. Merci Charles. Je ne sais plus où on va commencer, mais peut-être qu'on va se présenter. Et on va commencer par Monsieur Aubert. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis, alors je crois que mon titre là, c'est lead Growth Engineer at Gorgias. Bref, en gros, j'ai une type de 4 personnes, beaucoup qui vont de data analyst, machine learning à un peu de front-end sur JavaScript et ainsi de suite. Et donc nous, notre objectif en fait, c'est de build pour Gorgias des custom tools ou alors des automations dans un but de faire du revenu. Donc tous nos projets sont scorés avec un revenu à la clé. Et du coup, ma team intervient dès que ça sort en fait du CRM et des automations un peu autour du CRM. Nous, on intervient pour du coup aider les équipes non techniques à atteindre leurs objectifs business. C'est mieux, oui. Donc moi, Marie-Hélène, je travaille chez Alan depuis un petit bout de temps, 5 ans. Et je suis responsable Lead Sales Effectiveness. Donc c'est une équipe de 9 personnes qui sont en charge de toutes les méthodes, les process, les automatisations des sales. Donc il y a une partie top of funnel, l'outbound, la lead gen, tous les sujets dont on va parler aujourd'hui. Et une partie plutôt bottom of funnel, gestion des meetings, des offres qu'on propose aux clients, les CAM, les CSM, donc une fois qu'ils sont clients. Et moi, pour finir, du coup, je suis un ancien gross avant d'avoir rejoint Lemlist en Sales Ops. Je suis un passionné d'outbound et après j'ai évolué et j'ai commencé à construire l'équipe Ops à Lemlist. Et à côté aussi, je fais pas mal de content parce que ça me passionne et on travaille très étroitement avec le produit pour essayer de faire le meilleur produit pour les Ops. C'est un peu l'objectif. Voilà. Et du coup, si on faisait Désolé, c'est pas très carré. Mais du coup, le but de l'event, là, on a essayé d'être très concret. Le but, c'était vraiment de montrer ce qu'utilisent des vraies personnes et pas de montrer ce que vous voyez sur LinkedIn souvent, de moi ou d'autres gens d'ailleurs. Mais voilà, on va essayer de montrer vraiment des choses qui sont utilisées par des sales. Et c'est vraiment le focus. Et du coup, qui de mieux pour l'équipe d'Alan et de Gorgias pour montrer ça. Voilà. Et on va commencer déjà, on va axer sur, du coup, on a orienté sur l'outbound parce qu'on se dit, quel est l'endroit où les gens galèrent le plus dans les boîtes? C'est générer des leads. Et du coup, on pense que soutenir ça, c'est le plus important. Et du coup, là, on a divisé après dans 4 parties. On va présenter des use cases dans les 4 grands axes de l'outbound. Donc, comment trouver des leads, comment mieux qualifier après ces leads pour les contacter de manière pertinente, comment leur écrire et comment gérer leurs réponses quand il y en a.
Voilà. Et du coup, on va commencer avec un bel exemple utilisé par Marie-Hélène à Alan. Donc, le use case pour le contexte, là, on est sur de la lead gen. Donc, nous, on génère des leads en amont pour nos sales. Ils ne font pas de chasse, on leur donne un portefeuille de clients. Une des problématiques qu'on a, c'est de générer des leads sur le domaine de l'hôtellerie et des restaurants qui ne sont pas des cibles sur LinkedIn. Donc, on ne peut pas dire je les ai identifiés parce qu'ils ont un LinkedIn ID, on ne peut pas les identifier parce qu'ils ont un site web dédié, parce que souvent, si on parle de franchise, en fait, ils ont un site pour tous les restaurants. C'est des franchisés, donc en fait, ils sont tous indépendants, ils peuvent décider de qui ils veulent choisir sur leur mutuelle. Et donc, on a beaucoup de mal à les identifier de manière unique. Donc, la seule manière qu'on peut faire pour être vraiment sûr de ne pas avoir des duplicata, c'est d'utiliser le Sirène, donc qui est l'identifiant unique en France pour une entreprise. Le problème des sirènes, c'est que la plupart des outils de scrapping, des outils de lead gen, des outils comme Société Info, etc., on n'a pas forcément toutes les infos là-dedans. Et donc, du coup, le problème qu'on avait ici, c'était, si tu peux aller sur la slide d'après, voilà, c'était notre field marketer qui nous dit OK, je veux être sûr qu'on a toutes les franchises au bureau dans notre CRM parce que je veux que tous nos sales contactent tous les au bureau pour essayer de leur vendre Alan. Le problème, c'est que quand on va sur Société Info ou Papers, c'est pas une information qui est forcément disponible. Elle peut l'être, mais elle l'est dans moins de 50% des cas. Et donc, la question, c'est comment on génère ça. Si on va sur leur site, on a la liste et on a les adresses, parfois un email, et puis c'est tout. Et si on tape cette adresse dans Papers, on se retrouve avec plein de résultats parce qu'on n'a pas qu'une entreprise à cette adresse-là. Le pire, c'est quand on est dans les centres commerciaux. Les centres commerciaux, il y a plein de restaurants, donc on ne peut même pas filtrer par industrie et par adresse. Ça ne marche pas. Donc, soit on se contente d'une liste à 80% remplie, à 60%, en fonction de si on a de la chance ou pas. Soit on a quelqu'un qui a beaucoup de réseaux, qui les connaît tous. Soit on demande à de l'IA. Et là, l'IA, ça nous avait gagné énormément de temps pour aller chercher les sirènes de ces boîtes introuvables. Parce qu'en fait, on s'est dit... avant, on l'a d'abord testé. Donc là, c'est un exemple avec Perplexity parce qu'il avait déjà la feature de web browsing, mais en fait, on peut maintenant aller sur n'importe quel outil. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un haut bureau de Montluçon. C'est une ville en France. Et donc, j'ai demandé quel est le sirène du haut bureau Montluçon. Et on voit peut-être pas forcément bien sur la capture d'écran, mais en fait, il m'a dit je ne sais pas. Et il savait pas parce qu'en fait, il a fait exactement comme moi j'aurais fait toute seule. Il a été sur Google. Peut-être pas Google, mais en tout cas, il a cherché, il a lu toutes les premières réponses, il en a peut-être lu, je sais plus, une dizaine, un peu plus, et il n'a pas trouvé l'info, parce qu'il a vu que les hauts bureaux qui tombaient, en fait, c'était des bureaux et pas des hauts bureaux, enfin voilà. Donc en fait, il me dit, je sais pas. Et la grosse nouveauté depuis quelques semaines, moi, je sais plus exactement, c'est le deep reasoning. Le deep reasoning, ça donne la capacité à l'IA de se dire, ok, j'ai pas trouvé, mais en fait, c'est quoi les étapes d'après que je peux faire pour aller chercher ça? Exactement comme moi, je l'aurais fait à la main. Il a d'abord été cherché sur le site web. En fait, on voit les steps de thinking qu'il a appliqués. Il a été effectivement sur le site de bureau. Depuis ce site, il a été trouver l'adresse. Depuis l'adresse, il a été la mettre dans Papers ou je ne sais pas lequel. Depuis là, il a vu qu'il y avait plusieurs réponses possibles. Il a filtré sur les boîtes ouvertes en ce moment et dans le domaine de la restauration et il a cross-checké ça avec d'autres data. Et donc, l'avantage, c'est que lui, il a fait tout ça en 1 seconde. Il a été voir des tonnes de sources. Et là, il m'a trouvé le sirène. Et trouver ce sirène-là, sans IA, franchement, c'était mission impossible. Et donc, comme ça a marché sur un, je me suis dit, on va le faire sur tous. Et donc, du coup, on a fait un flow. Alors, nous, chez Alan, on utilise ActivePiece, Automation Platform, mais il y en a plein. Il y a Zapier, il y a Make, il y a N8N. Vraiment, il y en a plein des outils comme ça. Et on a, du coup, en input, je lui ai donné la Google Sheet de tous les bureaux que je voulais qu'il trouve. Et on loupe. Et sur chacune des loupes, nous, on utilise Dust plutôt que Perplexity. J'ai créé un agent Dust qui est spécialisé là-dedans, il y a un peu de prompting à faire, mais qui sait exactement ce qu'il doit faire, qui est connecté au web et qui a le deep reasoning. Et du coup, en output, il me donne qu'un sirène que je mets dans un Google Sheet. Voilà un exemple concret pour la lead gen. Un autre exemple concret, alors nous, Gorgias, on est un helpdesk en e-commerce et notre cible sont les sites Shopify, sauf qu'il y en a 6 millions dans le monde. Donc nous, le scrapping, en fait, on le fait via juste un outil qui s'appelle Storylead qui permet d'extraire tous les sites e-commerce
du monde. Nous, on extrait uniquement du coup les 6 millions sites Shopify. Il nous donne énormément d'infos, la description du site, l'industrie, les produits, et ainsi de suite. Donc, on a déjà tout en base. Le problème, c'est que une fois qu'on a toute cette donnée, il faut qu'on puisse prioriser, on va dire, les 6 millions de compagnies parce que nous, en fait, on s'adresse uniquement à 400 000, environ 300-400 000 boîtes. En dessous, en fait, elles sont trop petites, elles n'ont pas besoin de Gorgias, elles n'ont pas besoin d'un outil de customer support. Et donc, du coup, on va dire le premier modèle de machine learning, donc c'est pas du LLM, c'est pas ce que vous venez de voir en amont, là, ce qu'a présenté du coup, ce que vous faites chez Alan. C'est vraiment là, c'est de l'IA, mais côté machine learning, donc vraiment des scorings qui vont nous permettre, là, dans un premier temps, de catégoriser et de ranker, on va dire, toutes ces 6 millions de boîtes. Donc, il y en a un qui s'appelle l'Estimated GMV Band. En gros, ça nous permet d'avoir le chiffre d'affaires de chaque site e-commerce. Et après, en fait, on a bucketisé ces sites e-commerce-là en 6 différentes six différents buckets pour après, du coup, les classer entre ceux qui font le plus gros chiffre d'affaires jusqu'au SMB et ainsi de suite. Donc ça, c'est une de nos premières utilisations. Ça fait longtemps qu'on l'utilise, ce modèle-là. Ça fait peut-être 2 ans qu'on l'utilise et objectivement, il tourne très bien. On a lancé un deuxième modèle il y a 1 an qui s'appelle le Company Fit Score parce qu'en fait, on s'était rendu compte que même si on avait réussi à avoir le chiffre d'affaires des boîtes et qu'on avait réussi à prioriser, il fallait aussi qu'on réponde à la question, mais est-ce qu'elle bénéficierait vraiment de Gorgias? Et donc, du coup, là, l'intérêt, c'est on va voir leur technologie, on va voir forcément leur chiffre d'affaires, mais on va voir aussi leurs produits, leur industrie et ainsi de suite. Et après, on a déployé un score qui va nous permettre de nous dire, OK, cette boîte-là, elle utilise énormément de technologies dans lesquelles on s'intègre. Elles sont sur des plans Shopify qui sont aussi assez importants. Et donc, du coup, elles vont pouvoir bénéficier de Gorgias. Et donc, du coup, vraiment, en fait, si on fait, du coup, on va dire une matrice entre l'Estimated GMV Band et le Company Fit Score, plus on a un gros Estimated GMV Band et plus le Fit Score il est important, plus ça va nous rapporter de l'argent parce que c'est-à-dire que c'est une grosse boîte qui a besoin de Gorgias, quoi. Donc ça, c'est sur la partie ML côté companies. Désolé, je bosse qu'en anglais, donc j'ai mis des slides en anglais et je fais du franglais. C'est horrible, mais bon, je peux pas traduire tout à 100% en français. Et après, sur la partie contact, on a développé, je vous en ai mis 2, il y en a d'autres. Mais on a développé un outil, un score d'Intet. Donc là, c'est assez basique. Ça nous permet de voir si le contact, du coup, dans la boîte dans laquelle on veut intervenir, a récemment interagi avec Gorgias, soit en ayant visité le site, en ayant booké une démo, en étant allé à un event qu'on organise, et ainsi de suite. Il y a environ une quinzaine de data points. Et l'idée, là, c'est de se dire, OK, cette personne-là, au sein de cette boîte-là, il faut qu'on la contacte plus que d'autres personnes parce qu'elle a vraiment montré un intérêt pour notre produit. Un autre outil un autre modèle qu'on a développé là dernièrement, c'est le unsubscribe model. En fait, on a eu un problème courant de l'année dernière. On s'est rendu compte qu'on avait scale l'outbound super, notamment grâce à l'Emlist. On avait scale l'outbound, on avait beaucoup de positive reply et ainsi de suite, mais sauf qu'en fait, pour une reply, on avait 8 unsubscribe. Donc en fait, on était en train de complètement killer toute notre base de données. Donc du coup, on a créé un modèle qui nous permet en fait de nous dire est-ce que ça vaut le coup en fait d'envoyer un email à cette personne-là parce que en fait la propensité qu'il a après de unsubscribe, mais c'est peut-être mieux du coup de cool off un peu et d'aller le recontacter dans 6 mois et ainsi de suite. Donc ça, c'est un modèle qui tourne sur 3 millions de personnes. Je vous ai mis juste en dessous en fait des screenshots. En gros, nous, notre texte, on utilise BigQuery et DBT. DBT sur la partie cleaning du coup des données, c'est sur SQL. Et en fait, ce que je veux vous montrer par là, c'est que c'est vraiment très simple de mettre en place un système de machine learning, enfin des algos sur des grosses bases de données, 6 millions de boîtes ou alors 3 millions de contacts. Via des outils comme DBT. Voilà, ça c'est vraiment, là, c'est 10 lignes de code intégrées dans DBT. Ça permet en fait d'appliquer tous ces concepts-là, du coup, dans tout le CRM ultra rapidement.
Et alors, du coup, là, je vous ai parlé de machine learning. Ça, c'est l'un des premiers pans de l'IA. Le deuxième pan de l'IA, c'est du coup la partie LLM. Donc, c'est la partie, ce dont on connaît le plus là, à l'heure actuelle avec ChatGPT, Perplexity et ainsi de suite. Donc, nous, un des cas d'usage qu'on utilise, je vous rappelle, 6 millions de boîtes. Évidemment qu'on ne peut pas aller à mano, aller catégoriser les industries de ces 6 millions de boîtes et ainsi de suite. Donc, nous, on s'est dit, bon, ben, on va utiliser du coup les LLM là-dessus. Le premier, donc sur la partie compagnie enrichment, je vous ai mis le début du prompt, mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'être super spécifique par rapport à ce que vous voulez lui demander. Et là, ça nous permet, en envoyant le nom de domaine, la description de la boîte et l'industrie qu'on a de store leads, donc notre data provider, en fait, on va réussir à réenrichir énormément de data points supplémentaires. Donc, ce que vous pouvez voir là dans le JSON, c'est industrie. Donc, on a la main industry, mais on a la sub-industrie, le product niche. On a aussi tout ce qui est type of product sold et ainsi de suite. En fait, ça nous permet, c'est vraiment d'avoir une catégorisation après beaucoup plus poussée sur ces 6 millions de boîtes pour aller après faire des lookalikes. Donc, des lookalikes, c'est vraiment de se dire, OK, cette boîte-là, elle est customer chez moi. J'ai une customer story, par exemple, avec elle. Donc, c'est-à-dire que le marketing a créé des slides sur comment bonsoir.com utilise Gorgias et ainsi de suite. Et grâce à ça, nous, on va aller pouvoir mapper tous les leads du coup, qui ressemblent à cette boîte-là. Et du coup, aller pouvoir leur parler de Gorgias et du coup de cette customer story-là. Donc, du coup, ça nous permet vraiment de pas uniquement utiliser l'industrie, mais vraiment d'aller chercher un petit peu plus loin dans des boîtes qui pourraient ressembler énormément. Et après, sur le contact enrichment, c'est un petit peu la même chose, mais sauf que là, sur ces 3 millions de contacts, on a des job titles qui sont tous uniques. Je pense que vous avez déjà eu ces problèmes-là. Et là, l'idée, en fait, c'est tout simple. En fait, on catégorise les job titles en fonction du département et de la seniorité. Et en fait, cette combinaison de ces deux champs nous permet après de faire un scoring de 1 à 6 qui nous permet après de dire, bah, OK, en fait, je veux aller chercher dans le département marketing les C-level, bah, du coup, ça, en fait, ça va être score 6. Et voilà. Et du coup, ces deux, on va dire, ces deux usages des LLM, chez nous, ils ont vraiment permis de scale up, on va dire, notre partie enrichissement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, sur les 6 millions de boîtes, ça nous coûte strictement zéro utiliser, par exemple, ChatGPT, le 4O mini, vraiment, c'est pour des milliers et des milliers de lignes, vous allez payer des centimes, quoi. Donc vraiment, ça, c'est ma première recommandation. Ma deuxième recommandation, c'est passer du temps quand même sur la partie prompt engineering. C'est-à-dire qu'avant de trouver ce beau JSON avec industrie, sub-industrie, il faut quand même guider dans le prompting. Et donc, en fait, sur le company enrichment, par exemple, on a fait une présélection de 120 différentes industries. On allait vraiment chercher loin, on va dire, dans ce qu'on voulait avoir en résultat pour après faire de l'itération et après balancer tout ça en prod. Donc voilà, un petit peu là, les deux cas d'usage sur la partie LLM côté Gorgias. Trop bien. Et du coup, là, je vais continuer en montrant qu'après la catégorisation aussi, utiliser les LLM, c'était vraiment bien pour la personnalisation. Et je voulais montrer que c'était accessible à tout le monde et surtout adapté pour toutes les boîtes. Vous pouvez vraiment mettre tous vos use cases avec ça. Et du coup, j'ai fait ce tableau un peu pour illustrer et essayer de mettre à la place d'autres personnes. Par exemple, nous, à Lemlist, en fait, on est une plateforme de sales engagement. Donc, quand on fait des campagnes d'outreach, on aime bien personnaliser en annonçant aux personnes qu'on a compris qui, eux, ils prospectaient. Donc, Lemlist prospecte Alan. Je ne sais même pas pourquoi c'était qui comme target audience. Alan va parler au restaurant. Donc, nous, après, dans le message, on va dire j'ai vu que tu prospectes les restaurants chez Alan. Ça tombe bien, nous, on a une liste de leads qui correspond. Est-ce que tu veux la voir? Et ça permet vraiment de faire des messages adaptés. Et ça, vraiment, toutes les boîtes peuvent le refaire. Par exemple, un concurrent de Swile pourrait scraper sur les job offers tous les avantages salariés et le mettre et le citer d'une manière très structurée grâce à l'AI. Si tu es lever un ATS, tu peux aussi utiliser la web research pour voir si une boîte recrute, annoncer quel rôle il recrute, etc.
Donc, c'était un peu le but de la slide. Et pour l'appliquer, en fait, vraiment, le message que j'ai à passer aussi, c'est que vraiment, tous les tools peuvent vous le permettre aujourd'hui. Parmi les préférés, et en fait, ça va vraiment aussi dépendre de quelle interface vous voulez. Si c'est un gros, peut-être que Clay, c'est plus adapté parce que vous avez beaucoup de manipulation de données. Si vous êtes un sales qui veut juste faire des campagnes dans son coin, Lemlist, c'est pas mal. Et si vous êtes un engineer, vous pouvez vraiment aller loin avec N8N et faire des logiques très poussées, connecter tous vos outils. Pareil avec Dust. Et donc voilà, en fait, tous les tools sont là et le but, c'est vraiment de commencer avec ce que vous avez et d'utiliser les bonnes technos comme cela. Et ce qui est important aussi, c'est que les tools font à peu près tous la même chose. Enfin, au bout d'un moment, on peut à peu près faire n'importe quel use case dans plusieurs tools. Donc, on n'a pas besoin forcément, si on n'a pas Clé et qu'on a un autre outil, ça sert à rien d'aller payer Clé en plus. En plus, vous payerez en doublon des features d'IA en fait qui sont derrière tous les mêmes LLM et les mêmes systèmes de prompting. Donc, le conseil, c'est vraiment de commencer par votre stack existant plutôt que d'aller chercher des nouveaux trucs. Un deuxième use case, une fois qu'on a généré les leads, on les a priorisés. Maintenant, nous, c'est des sales qui sont en charge d'aller faire de la outbound. Et donc, une des choses que les sales doivent faire, nous, avant de contacter les prospects, c'est de les qualifier. Donc, c'est vraiment de comprendre à qui ils s'adressent. Donc, on leur demande de lire l'historique du CRM, on leur demande d'aller vérifier l'historique en interne parce que tout n'est pas dans le CRM. Donc, dans Slack, dans Google Doc, dans des documents de handover, dans Mojo pour les recordings, et d'aller lire aussi tout ce qui est un peu, c'est pas l'historique le dernier, c'est tout ce qui est sur Internet. Donc, c'est aller sur la page web, aller sur LinkedIn, aller nous, c'est Welcome to the Jungle parce que c'est des gens qui vont être intéressants pour nous. Papers, les Google News, enfin, voilà, de vraiment comprendre leur persona et leur compagnie. Et tout ça, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, surtout quand on est sur des gros volumes. Et donc, on a créé un agent IA spécialisé là-dedans. Donc, en fait, l'agent, il va avoir tout ce contexte parce qu'on a créé des flows. Ils vont aller chercher toutes les données en interne. Un autre va aller chercher toutes les données en externe. Et avec tout ça, on va créer un fichier qui contient tout le contexte du compte. Et par-dessus, on a ajouté un layer d'IA qui va synthétiser parce que ça fait quand même plein d'infos pour un sales à lire. Et donc, nous, on a synthétisé les 3-4 informations importantes pour un sales. On a même été un peu plus loin en lui disant, en fait, c'est l'icebreaker ou le catch hook qui peut être intéressant. C'est celui-là. Et pour augmenter l'adoption, parce qu'il y a toujours un challenge d'adoption derrière quand on a ce genre de flow assez complexe, on l'a intégré dans Salesforce. Donc, dans Salesforce, ils ont un bouton, ils cliquent, Account Summary, ça s'appelle, et directement dans Salesforce, ils vont avoir accès du coup à la conversation. Nous, on utilise Dust, et depuis Dust, après, ils pourront lire les informations, aller chercher ce qu'ils veulent. Et donc, comment ça marche en back? Quand ils cliquent sur ce bouton, en fait, ça envoie juste un petit webhook dans un outil de low-code, donc un nouveau automation platform, qui, lui, vous le voyez sur le screenshot, va aller chercher les infos dans Salesforce, va aller chercher les infos dans Slack, va aller chercher les infos dans nos outils en interne. Donc, ça permet d'avoir une vision complète de tout ce qu'on sait sur ce compte. Va aussi aller chercher, du coup, avec des HTTP, des browserless, des choses comme ça, les informations sur Internet en plus des web browsing capabilities. Et là, je vous ai mis un exemple, enfin, c'est le début du prompt. Pareil, il y a énormément de travail de prompting, d'itération, etc. pour aller sur quelque chose de fiable et de test et d'itération. Si on change de LLM, on a des résultats différents, donc il faut aussi bien choisir, est-ce que je vais sur GPT, est-ce que je vais sur Claude, est-ce que je vais sur Mistral. Faut tester en fonction de chaque use case. Claude est pas mal sur tout ce qui est un peu analytics. GPT, il est très bien pour tout ce qui est juste synthèse. Mistral, il marche très bien aussi et il est français, peut-être un petit peu moins sur les analytics, mais sur le reste, il marche très très bien aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'ils ont le fameux account summary, soit ils peuvent faire du call parce qu'ils ont tout le contexte qu'il leur faut sous les yeux en vraiment 10 secondes, ou soit ils peuvent appeler des assistants spécialisés qu'on a créés dans Dust. Par exemple, ici, il y a un assistant cold email qui génère le mail. Bon, après, on a été un peu plus loin et on l'envoie en automatique avec Lemlist, mais dans le cas où quelqu'un le fait à la main, on a un autre assistant qui fait un icebreaker qui va uniquement générer du coup un icebreaker pour l'envoyer sur LinkedIn, par exemple. Et il peut juste poser des questions. Il choisit par exemple GPT. Quel est le nom de l'assureur actuel? Et si on sait cette info dans n'importe laquelle des sources Alan en rapport avec ce compte, il va lui donner l'information. Donc en fait, c'est à la fois comme si on a créé une petite capsule de contexte sur un compte. On sait tout de lui. Et le sales, il n'a plus qu'à poser ses questions.
ou à demander du coup des outputs comme un email. Et alors nous, chez Gorgias, on fait aussi du copywriting. La différence vraiment, je pense, ce qu'il faut que vous reteniez entre Alan et Gorgias, c'est que Alan, ils sont très sales-led, donc du coup, on va dire les flows qu'ils mettent en place sont vraiment des flows qui sont très très poussés, mais qui, je suppose, coûtent un petit peu plus cher que certains. Enfin, vous utilisez des modèles, je pense, qui coûtent un peu plus cher et ainsi de suite. Donc nous, côté Gorgias, les flows que je vais vous montrer, c'est des flows plutôt at scale, qui coûtent pas cher en termes de RAW, mais bon, qui, in fine, coûtent un petit peu d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'avec ces présentations, vous allez avoir à la fois ce que vous pouvez faire côté sales et vraiment du one-to-one et ainsi de suite, ou à la fois at scale, côté plutôt Gorgias, où là, vraiment, on a mis en place des choses de manière très automatisée, parce que notre ADN chez Gorgias, c'était d'aller targeter du volume dans un premier temps. Mais en fait, en discutant juste avant avec Marie-Hélène, en fait, on s'est rendu compte qu'on convergeait vers alors Marie-Hélène côté plutôt automatisation et volume, et nous côté Gorgias plus côté aider les sales et ainsi de suite. Mais du coup, pour revenir à ce use case copywriting, en fait, nous on avait des soucis de réponse à un moment donné. Historiquement, chez Gorgias, on faisait énormément de volume avec l'hardband, et on essayait du coup d'utiliser à l'époque des templatized copies, donc avec, comme vous le connaissez très bien, de la personnalisation et du coup des marketeurs derrière qui faisaient, enfin à une époque, on avait 200 séquences différentes en fonction des types de leads qu'on voulait contacter. Donc, du coup, c'était clairement impossible à manager, surtout si on avait des offres, on va dire, spécifiques à des moments clés. Nous, comme on est en e-commerce, c'est surtout sur Black Friday, Cyber Monday, où il y a vraiment du volume. Donc, on essayait de se positionner un petit peu avant pour lancer des offres pour nos leads. Mais du coup, updater 200 templates pour rajouter un PS en ce moment, tu as moins 20% sur Gorgias, c'était vraiment impossible. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais là, le LLM, pour l'instant, c'est cher, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les mini et ainsi de suite côté chat, enfin côté OpenAI. Mais du coup, on a commencé à se dire qu'en fait, avec toutes les infos qu'on avait de nos leads, plus ces moments un petit peu clés qu'on devait mettre en place, essayons d'avoir vraiment, de générer ces séquences de manière automatisée. Et donc là, au lieu de partir sur on va dire une séquence qui est templatisée, vraiment de donner le full ownership au LLM pour nous crafter vraiment le message, quoi. Et donc, du coup, on a commencé avec, je me souviens à l'époque, c'était GPT-4o, qui nous coûtait assez cher, mais bon, finalement, c'était plutôt pas mal. Et là, ce que je vais vous montrer comme exemple, c'est que maintenant, on va vraiment très, très loin dans la personnalisation. Nous, chez Gorgias, une de nos sources d'acquisition de leads, c'est de créer des événements et après d'aller follow-up avec les leads du coup, qui sont registrés du coup, à ces événements-là. Et avant, la séquence, c'était quelque chose de très simple. L'icebreaker, c'était « Hey, j'espère que tu as aimé Event Name et j'espère que tu en as tiré parti pour ton Customer Support. » C'était pas celle-ci exactement, mais en vrai, vous avez compris l'idée. Tandis que là, maintenant, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on injecte la description de l'événement, les key takeaways aussi. On injecte évidemment les technos que les leads utilisent, mais aussi le contexte. Et ça rejoint un petit peu ce que fait Alan, mais le contexte, les conversations qu'on a eues avant et ainsi de suite. Et du coup, notre prompt, alors là, je vous ai mis que le début, mais vraiment, il fait, je pense, 400 lignes, 500 lignes. Et donc, on a travaillé, encore une fois, c'est vraiment le prompting, ça demande du temps, ça demande du refining, ça demande du fine-tuning. Enfin, bref, c'est quand même assez long, mais ça permet à la fin de générer des emails. Donc là, c'est une séquence de 3 emails qui parlent dans un premier temps des key takeaways de l'événement. Un deuxième, là, ils rebondissent. Je ne pense pas que vous puissiez voir, mais ils rebondissent sur le fait qu'en fait, on leur a déjà parlé et qu'ils avaient ils n'avaient pas souscrit à Gorgias parce que le pricing n'était pas le bon. Et donc, du coup, là, on rebondit là-dessus dans le deuxième email.
Et le troisième email, on essaye de voir le persona de la personne. Et ce qu'on n'a pas fait, on a fait un mapping en fait des personas du coup qu'on voulait adresser, leur pain point et comment Gorgias pouvait résoudre leur pain point. Donc c'est un espèce de mapping qu'on a mis en place. Et donc du coup là, ce troisième email, c'est au fait en tant que Customer Support Manager, je parie que tu as ces pain points là et Gorgias les résout de cette manière-là. Donc avec en fait les templates, enfin ça, maintenant on a réduit de 200 séquences impossibles à monitorer et vraiment c'était un enfer sur Terre pour pouvoir les piloter dans les outils. Maintenant on a une dizaine de séquences qui tournent automatisées. Si on a une promo code, on a juste à rajouter dans tous nos prompts, on rajoute un petit dernier truc et n'oublie pas de mentionner cette promo-là ou de changer les CTI et ainsi de suite. Donc vraiment, ça nous a permis à scale d'être beaucoup plus personnalisé. Et là, c'est sur une des séquences qui était déjà pas mal, c'est plus 150% en positive reply. Mais les autres chiffres, c'est vraiment, on est allé très trop loin, même en termes de réponse, pas forcément en termes de positive reply. Et donc vraiment, en fait, le dernier truc, c'est qu'on utilise ChatGPT 4o mini. Ça coûte 0. Franchement, ça coûte 0. Pour générer, je crois par jour, on génère 5000 emails différents. Non, ça doit être un peu plus. Mais sur cette séquence-là, on générait 5000 emails et je pense qu'on paye 10 centimes, je pense, pour générer 5000 emails. Donc, vraiment, c'est que dalle, quoi. Et ouais, si vous êtes comme moi, quand vous générez des campagnes, des premiers emails avec de l'AI, je pense que vous allez penser que mettre les sales dans la boucle, ça a beaucoup de valeur. Parce qu'en fait, ça va leur permettre de pouvoir aussi, eux, review ce que vous proposez aux sales au dernier moment, de pouvoir regarder s'il y a des typos de l'AI. Bon, ça arrive moins souvent normalement qu'un humain. Mais regardez aussi si peut-être que le sales, il connaît le lead, il a déjà interagi avec. Bah aussi, il peut mettre aussi lui sa petite touche et faire la petite étincelle qui va générer une réponse. Et du coup, quand vous êtes dans ce genre de projet, c'est important aussi de penser à l'interface qu'a avoir le sales. Et du coup, là, j'ai montré un exemple avec Lemlist où en fait, on peut, au bout d'un flow de génération d'emails, on peut mettre une tâche manuelle que le sales peut vérifier. Et en fait, ça lui fait vraiment là, vous voyez, ça fait un tunnel. Et du coup, il finit la première tâche de review, il voit tout le contexte du premier lead, il fait suivant, il voit l'image générée pour ce lead-là et tout le contexte. Donc, il peut vraiment personnaliser à fond le truc. Et ça, du coup, là, j'ai montré Lemlist, mais vous l'avez aussi dans HubSpot, vous pouvez faire la même chose. Donc, voilà, pensez aussi à ça. Je pense que c'est assez important de le montrer. Et nous, chez Gorgias, vraiment, cette feature, ça a été une des premières qui nous a plu, avec aussi les LinkedIn Steps automatisés. Mais quand je vous parlais des event follow-up, en fait, nous, on split entre du coup deux branches. Les event follow-up automatisés qui partent directement du coup dans l'Emlist, mais où la séquence là, elle est automatisée, elle est au nom du sel, mais elle est automatisée. Mais imaginons après cet événement, je vous parle à vous et je veux du coup rajouter une petite touche personnelle. Du coup, en fait, les sales, après les événements Gorgias, ils marquent ceux avec qui ils ont besoin de follow-up manuellement. Et là, dans ces cas-là, ils peuvent, même s'ils ont pris une photo avec le lead ou quelque chose comme ça, ils peuvent même le rajouter dans l'email. Donc, l'Emlist, pour ça, c'est, je trouve, ultra performant parce que ça permet d'être en autopilot ou alors d'avoir juste un hold juste avant d'envoyer l'email qui est ultra intéressant quand on fait du sales ops ou de l'outbound automatisé. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui nous a amené sur l'Emlist aussi côté Alan. C'était ce côté, je vous ai montré comment on génère l'email à partir de tout le contexte que n'a pas l'Emlist, mais qu'a le flow Dust. Et en fait, à la fin, on a un automatisme qui envoie ça dans une variable. Et du coup, c'est ça qui nous permet derrière d'automatiser l'envoi via l'Emlist, etc. C'est-à-dire que ensuite, on le lance en fait dans une campagne qui contient déjà cet email-là qui a été généré avec le contexte. Mais on peut faire des cas plus simples avec juste des variables aussi directement. Et on ne gagne pas d'argent à bien parler de l'Emlist. Hein. Non, c'est vrai. C'est gratuit et c'est vraiment un conseil qu'on vous donne et on n'en tire rien du tout. On les a même pas briefés en plus. Mais ouais, non, c'est vrai en plus. Ouais.
Là, je voulais vous montrer maintenant un use case copywriting de nos amis de Scalability. En fait, si vous n'avez pas le contexte, c'est une agence d'outbound qui va automatiser la prospection pour leurs clients. Ils sont assez gros. Je pense que par consultant, ils doivent créer à peu près 10 séquences par mois. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, ils en génèrent beaucoup. Et du coup, ils se sont dit que vu que c'est un truc, vu que c'est un truc important pour eux, ils vont essayer de l'automatiser, pas l'automatiser, mais améliorer la qualité tout en perdant moins de temps. Donc, ils ont eu un gros projet qui leur a pris 2 mois de créer un agent AI qui va leur créer une séquence Lemlist avec toutes les variables qu'ils ont à dispo dans leur database et générer des emails de ce type par la suite. Si on va à la slide suivante, voilà comment ils l'ont fait. Eux, ils ont implémenté Dust, sur lequel ils ont connecté tous leurs outils, Notion, leur database et aussi les sites où sont leurs clients. Et du coup, comment ça se passe? En fait, ils ont vraiment reproduit leur logique métier dans Dust. En gros, ils vont découper le process en 12 prompts. La première prompt, ça va être de clarifier le brief client. Donc, ils vont connecter le brief client qui est récupéré sur Notion au moment où le consultant va poser toutes les questions. Ils vont générer un input pour le prompt suivant, celui de l'intent, qui est... je perds le fil, pardon. Mais du coup, en fait, voilà, ils vont connecter toutes leurs ressources à Dust. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme ressources intéressantes à connecter? Vous allez avoir du coup tout ce qui est leur template performant d'email, leur template performant de messages LinkedIn. Et aussi un truc qui est assez spécifique pour eux, c'est qu'ils ont une database à disposition avec des variables précises. Et du coup, en fait, ils montrent à l'agent quelles variables ils vont avoir pour une campagne pour qu'ensuite l'agent intelligemment dise dans le template qu'il faut utiliser cette variable-là. Donc voilà, et du coup, ouais, je trouvais ça cool de vous montrer ça parce que vraiment, ça montre vraiment que quand vous faites un agent AI, c'est vraiment important de mettre vraiment votre connaissance métier, votre méthodologie dans ça pour avoir un résultat au final qui va vous convenir dans la vraie vie. Et voilà, c'est pas un petit projet, ça prend 2 mois avec plusieurs personnes. Donc voilà, je trouvais ça vraiment cool. Ce que j'aime bien aussi dans les learnings là, pareil, j'ai pas d'action chez Dust, mais j'utilise et je l'aime beaucoup. C'est ce côté, en fait, un agent, il faut pas non plus demander de tout faire. Donc c'est l'intérêt de faire 12, j'imagine, dans leur use case, c'est qu'il va être plus pertinent s'il a une action assez driven et assez claire. Et en fait, un agent, il faut le voir comme c'est un peu comme un stagiaire à qui on va apprendre des choses et qui va faire qu'une seule tâche. Et en fait, il a une base de connaissances. Donc ça va être la page Notion, ça va être les exemples de mails qui marchent bien. Enfin, c'est une base de connaissances fixe. Il va avoir un LLM, donc ça peut être GPT-4 Mini, ça peut être Claude, ça peut être un autre. Donc lui, c'est comment il fonctionne. Et ensuite, il va avoir 2 types d'inputs. Il va avoir le contexte qu'on peut lui donner via un fichier qui est en fait, dans mon cas de Account Summary, c'était tout le contexte du compte, et un prompt custom qui va par-dessus le compte, le prompt global. Et donc, c'est le cumul de ces 4 éléments qui va vraiment faire que derrière, il va donner une réponse très précise avec à la fois le contenu custom sur ce compte-là et à la fois sa connaissance générale. Un autre cas d'usage côté Gorgias, c'est un truc tout simple, mais c'est de catégoriser les réponses. Nous, on a une infrastructure avec plus de 900 emails qui sont plugués dans un helpdesk. Alors, c'est dans Gorgias. Évidemment, déjà, ces emails se font spammer par des newsletters ou des choses comme ça, parce que on contacte des sites e-commerce qui, du coup, nous considèrent comme étant des customers chez eux, et donc du coup on se fait vraiment spammer là-dessus. Donc on reçoit énormément de newsletters sur tout l'écosystème Shopify. Donc il y avait vraiment un sujet de catégoriser dans un premier temps ces newsletters pour pas qu'elles arrivent du coup dans les pattes des SDR. Donc du coup en fait, ce flow-là, il montre juste un truc, c'est qu'il y a en fait, on branche, on appelle un LLM qui va nous catégoriser, ok, est-ce que c'est un spam, est-ce que c'est une newsletter ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui nous répond. Donc ça nous split déjà en deux le call qu'on fait après à notre helpdesk. Et après, il y a un deuxième flow qui part, où là, on va catégoriser la réponse. C'est pas 100% automatisé dans le sens où, en fait,
on va catégoriser toutes les réponses qui ne requièrent pas l'attention d'un SDR, mais qui sont quand même une réponse de quelqu'un. C'est-à-dire que, par exemple, je suis pas, out of office, on va le taguer en tant que out of office, ou alors ce n'est pas la bonne personne, not the right person. Pareil, on va les taguer, mais là, en fait, on a des flows automatisés qui vont les re-enroll dans des séquences et ainsi de suite. Donc, on les catégorise comme ça, et après, le reste, on fait une préqualification de la réponse, en mode c'est une positive reply, il y a une objection et ainsi de suite. Par contre, on laisse quand même la main au SDR pour recatégoriser au cas où. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de passer, en fait, on n'a pas envie de rater une positive reply qui a été pas bien catégorisée. Mais du coup, ça leur fait gagner énormément de temps. Et là, vraiment, leur métier maintenant, c'est uniquement de répondre à des positive replies, des personnes ou alors des objections, mais ils se concentrent uniquement sur les réponses qui méritent d'être répondues, on va dire, manuellement. Donc voilà, donc ça, c'est un use case aussi un peu at scale, voilà, de juste, pareil, un agent qui catégorise les réponses. Et je rejoins un petit peu ce que vous faites chez Alan, mais nous, voilà, on a deux agents. On a un agent qui catégorise les newsletters et on a un autre agent qui catégorise le reste des réponses. Parce que si vous commencez à vouloir tout faire en un, c'est le bazar. Et dans le même genre, nous, on a du coup un flow où, imaginons, donc on a une séquence, en l'occurrence Lemlist. Au bout d'un moment, si quelqu'un répond, en fait, nous, elles sont paramétrées pour s'arrêter. Et donc, du coup, si elles s'arrêtent, ben, c'est au BDR de prendre le relais, d'écrire un mail ça veut dire qu'il y a eu une réponse. En fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a été un tout petit peu plus loin. On a créé un flow en dehors de Lemlist, du coup, où dès qu'on reçoit un mail dans la boîte mail du sales, il va catégoriser est-ce que ce mail vient d'un contact de Salesforce, nos contacts Lemlist et Salesforce étant les mêmes. Et s'il est dans Salesforce, alors ça veut dire que je peux demander à un agent, toujours dans Dust, de créer la réponse. Et en fait, comme Dust, il a tout le contexte de tous les mails que j'ai envoyés via Lemlist parce que je lui ai créé cette fameuse capsule, il va pouvoir drafter une réponse. Et pareil, aujourd'hui, on n'est pas au point où on lui fait 100% confiance. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on génère la réponse dans Dust, on l'envoie dans Gmail dans la boîte draft du sales. Donc le sales, en fait, il a plus de tâches dans Lemlist vu que la séquence s'est arrêtée. Par contre, il a des mails en draft dans sa boîte. Et donc du coup, il peut les revoir, les envoyer ou pas. Mais en tout cas, il a une première étape pré-draftée. Comment vous avez connecté toutes les adresses mail? En fait, nous, aujourd'hui, on est sur un petit volume de users qui utilisent ça. Donc, mais en fait, en fait, ils ont un assistant IA chacun. Et l'assistant IA, en fait, c'est le flow plus Lemlist plus la lead gen. Voilà, bon, on espère que ça vous a plu les use cases. On voulait finir un peu cette présentation par nos prédictions sur le futur de l'AI. Et c'est le grand Charles qui va nous la faire. Non, vous avez peut-être des questions aussi, juste pour finir vite fait. T'as le truc. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, franchement, pour la presse, super intéressant. D'ailleurs, je me suis noté une idée de feature. Non, mais je serais très curieux de voir comment tu as fait le unsubscribe prediction, quels paramètres tu mets dedans, parce que c'est stylé. Même pour nous, ça pourrait être cool d'avertir les users de attention. Tu as déjà la donnée, hein, c'est email open, reply, et en fait, et email sent. Okay. Donc le nombre d'emails send, le nombre d'emails open, et à un moment donné, unsubscribe. Et... Je crois que c'est ça. Je peux cool. Voir si on utilise d'autres, mais je pense que la principale feature, c'est ça. En vrai, c'est très cool. Non, mais en vrai, j'ai kiffé. Donc, vous avez sûrement des questions. En gros, on s'était dit un peu c'est quoi la conclusion de tout ça. En fait, je pense qu'il y a un truc. Moi, je vous donne mes takeaways et après, n'hésitez pas si vous en avez d'autres ou des questions après. Je pense qu'il y a un truc, c'est que en fait, le space AI, c'est insane en termes de nombre d'outils et tout. En fait, quand on regarde des gens qui quand même sont vraiment avancés en termes de maturité de l'adoption de l'AI dans le go-to-market, on se rend compte qu'en fait, il y a assez peu de tools derrière qui sont utilisés réellement. Alors, on dit, en fait, quand on voit qu'il y a du N8N, du Zapier, des trucs comme ça, ou du Gumloop, je sais pas quoi, ou des tools qui vont être plus ou moins profonds avec des outils vraiment deep d'automation, comme disait Lucas, des outils un peu plus accessibles comme des clés ou des sheet-like, et des outils comme Lemlist où nous aussi on intègre des features AI qui ont plus vocation à être pour des users plus débutants. En gros, en fait, on voit que c'est surtout des toolbox en fait en réalité quoi, les AI, parce que en fait, moi je crois, et du coup, en tout cas là, j'ai pas d'exemple aujourd'hui de tous les AI qui sont out of the shelf
de je vais plugger un truc et miraculeusement, ça va me faire des bons emails de prospection, quoi. Et en fait, la réalité, c'est que si je vous donne tout le fond de ma pensée, c'est que beaucoup de boîtes de AI SDR, c'est des grosses engineers qui sont juste externalisés, quoi. En fait, en gros, donc c'est des gens qui vont construire des workflows custom, et c'est ce que vous faites en fait, mais ils le font pour des comptes de clients et ils l'automatisent. Et du coup, vous, c'est votre métier, mais en mode SaaS, quoi. Donc pour moi, c'est quand même beaucoup ça. En fait, derrière, c'est beaucoup de toolbox, mais il n'y a pas vraiment d'outils out of the box aujourd'hui qui arrivent à suffisamment bien généraliser. Et on le voit parce qu'en fait, quand tu fais un prompt général, tu n'auras pas un très bon résultat. D'ailleurs, Gorgias, ils font un prompt, vous dites, de 400 lignes, un de vos prompts. Donc, c'est parce qu'il faut beaucoup de spécificité pour faire un truc qui est bien. Et c'est un peu pareil avec Scalability, les templates qu'ils ont. Ils font du RAG sur différents templates qu'ils ont. En fait, en fonction d'industrie, en réalité, ça marche que parce qu'ils ont des très bons templates d'email qui savent qu'ils marchent. Et en fait, ils utilisent le bon template au bon moment. Mais pour nous, travailler là-dessus, je peux vous dire que faire un prompt qui va marcher pour n'importe quel client Lemlist, du mec qui vend à des pharmacies, au gars qui fait des services, etc., ça ne marche pas. Du coup, l'IA n'est pas assez fort aujourd'hui. Peut-être que dans 2-3 ans, ce sera le cas, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, ce qui marche, c'est quand même le jus de cerveau, comme c'était le cas pour faire du growth traditionnel il y a 2-3 ans. Il fallait réfléchir à comment je trouve mes leads, sur quelle source. Tu disais Store Leads, c'est là où vous cherchez vos trucs. Faut réfléchir à où est-ce que j'ai mes leads, où je sors de l'information, etc. Donc pour moi, ça, c'est un des gros takeaways, c'est qu'il y a beaucoup de tools. Et en fait, finalement, on a surtout besoin de toolbox et d'intelligence pour faire des trucs qui sont cool, quoi, à mon avis. Voilà, donc ça, c'est le premier truc. Après, je trouve qu'il y a un autre truc qu'on voit en filigrane là-dedans et qui peut être évident pour certains, peut-être moins pour d'autres. C'est qu'en fait, il y a toujours des approches qui sont graduées en fonction de votre score de lead. Souvent, la méthode, c'est de dire j'ai un TAM qui est mon Total Addressable Market. Je vais le scorer en fonction de certains critères. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous faites chez Gorgias de prendre un company profile de la donnée non structurée un about de compagnie qui est dans LinkedIn ou sur Internet ou sur un website, et vous pouvez concaténer plein de sources. Vous pouvez prendre le LinkedIn about, le website homepage, le tel truc, vous concaténez tout ça, et ça, vous le donnez à un système, et vous lui dites avec un modèle, transforme-moi ça en données structurées, et du coup, tu peux scorer ton TAM beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, derrière ça, il y a toujours la même logique qui est un TAM, il est plus ou moins adhérent, c'est-à-dire souvent on met des buckets, mais en fait c'est comme un 0 à 100% de un truc qui est très très proche de ce que vous allez pouvoir adresser, très intéressant pour vous, et un truc qui n'est pas du tout intéressant à 0%. En fait, tout le truc de toute l'idée de ça, c'est de se dire en fait l'IA va pouvoir vous permettre d'avoir des approches différentes en fonction d'un compte qui est low en valeur, peut-être de l'automatiser beaucoup plus, d'où vous venez chez Gorgias, et un compte qui est vraiment high en valeur, de l'automatiser moins et de faire un mélange, soit de faire du full humain. Je sais que chez Pigment, il y a des trucs, je crois que chez Pigment, il y a des comptes qui font que du full humain, ils font zéro IA, etc. Et il y a des gens de Pigment, je crois. Et après, sinon, vous pouvez full automatiser. Donc, c'est un gradient aussi de est-ce qu'on veut automatiser beaucoup ou non. Et l'IA peut permettre de le faire plus ou moins bien, mais la vérité, c'est que le dernier kilomètre que le fait l'humain, ça aura toujours un peu plus de valeur qu'une IA qui le fait full automatisé, à mon avis, sauf si l'humain est vraiment pas bon. Mais si l'humain est bien formé, a les bons outils, etc., en général, il va faire mieux. C'est juste la question de est-ce que les 5-10 minutes qui passent, ça a un ROI par rapport à le faire automatiser et à peut-être avoir 2 fois moins de chances de booker un meeting, quoi. Donc voilà. Donc moi, c'est un peu ça mon take, c'est que surtout aujourd'hui, on a besoin de toolbox, on a besoin d'intelligence. Et après, il y a un dernier thème. Après, il y a 2 dernières idées, c'est que je pense qu'on l'a vu, mais pour moi, l'IA est surtout très fort sur la partie data. Si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, vraiment, la partie data, c'est là où on peut faire le plus de choses. Parce que l'IA ingère énormément d'informations et donc permet de, on va dire, plus facilement voir clair quelque chose. Sur la partie engagement, nous, chez Lemlist, on split souvent data et engagement. La partie engagement, c'est vraiment comment tu engages avec tes prospects. Là, je trouve que l'IA est quand même un peu moins puissante. Alors oui, tu peux faire des bons emails, c'était très fort, etc. La vérité, c'est que c'est quand même pas si simple que ça d'arriver à des bons emails et que tout le monde n'y arrivera pas. Et au-delà de ça, c'est là la limite, parce qu'après, l'engagement par AI Voice, etc. Moi, je pense que c'est sympa, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas, il y a personne qui le prouve en mode ça remplace un sales et voilà. Donc, est-ce que ça arrivera? C'est une question de est-ce que demain il y aura plus de sales et l'engagement, la prospection sera vraiment effectivement faite par de l'AI? J'ai du mal à penser, moi, en tant qu'humain, que je vais avoir envie de parler à une AI de toute façon. Donc j'y crois pas trop. Mais ça reste une grosse question de l'industrie auquel il n'y a pas vraiment de réponse pour l'instant. Et après, il y a le truc sur Elevenix. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a pas mal buzzé aujourd'hui. Elevenix,
c'est un AI SDR qui avait levé 60 millions de dollars. Et en fait, ils ont menti sur leurs chiffres, ils ne payent pas leurs employés. Apparemment, il y a plein de clients qui n'étaient pas vraiment des clients. Enfin bon, il y a un scandale qui est un peu en train d'éclater sur ces boîtes-là. Et ça, c'est un peu ce que permet de faire l'AI, c'est le côté un peu shiny, ou l'effet de démo presque, où tu vois la démo, tu te dis waouh, c'est insane le truc. Puis quand tu l'utilises, tu es loin quand même du truc. Et c'est pour ça que je pense que le dernier takeaway, c'est l'importance de l'adoption et de l'itération. Et moi, ce que j'ai trouvé super cool, c'est que vous expliquez à quel point vous avez travaillé pendant des mois et des mois et des années sur le même prompt. Et en fait, en vrai, c'est ça, c'est facile de faire plein de POC, plein de petits trucs aujourd'hui, mais souvent, ça n'a pas trop de valeur parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas d'adoption et que c'est pas si quali. Ce qui a de la valeur, c'est vraiment d'itérer sur un truc et en fait de continuer à travailler pour aller chercher des petits pourcentages d'amélioration. Parce qu'en fait, tant que le sales, il ne l'utilise pas, en fait, c'est votre client, quoi. Du coup, tant que le client n'utilise pas le produit, c'est que vous n'avez pas vraiment un PMF dessus. Et donc, l'adoption, c'est un vrai challenge. Alors, chez Alan, du coup, vous le mettez dans le CRM. C'est assez stylé ce que vous faites là dans Salesforce à disposition avec le workflow qui run derrière. Mais je pense que ce qui est intéressant après, c'est de monitorer l'usage. Combien de fois les mecs qui cliquent dessus, à quelle récurrence, est-ce que tu as une stickiness, tu vois, donc même métrique que tu peux avoir sur quand tu builds un produit. Et à mon avis, d'itérer, de se dire, bah là, on pense qu'il y a vraiment un truc qui a de la valeur et si c'est pas utilisé, il faut comprendre pourquoi et il faut itérer, quoi. Ça, je suis super d'accord. Et d'ailleurs, il y a un point sur l'itération, c'est aussi que les LLM évoluent très très vite. Bon, ça va aller un peu moins vite en 2025 versus l'année dernière, mais le passage de GPT-3, 3.5, 4, etc., c'est plus que quelques points de gain en trust et en qualité. Et en fait, le prompt que vous utilisez dans un modèle n'est pas forcément le même que dans l'autre. Donc, il y a aussi une question d'itération et de mettre à jour. Typiquement, nous, on utilise Dust. J'ai vu dans nos analytics qu'il y a certains de nos assistants qui tournent encore sur des vieux modèles, enfin des vieux, en tout cas de ceux de l'an dernier, et pas sur GPT-4 ou Kato ou Kato Mini. Et donc, du coup, il y a aussi ce truc de maintenance. Et donc, ça crée quelque chose aussi pour les ops un nouveau process de maintenance qui n'existait pas à partir du moment où on vient jouer avec du LLM. On va passer de la data gouvernance à la LLM gouvernance. Ça va être une nouvelle catégorie de tool. Non, mais juste pour aussi compléter, mais sur le Don't Be Fooled, c'est exactement ça. Moi, j'ai lancé des initiatives, du coup, LLM, AI dans ma team. Et j'avais un de mes gars qui était super bon à trouver les derniers tools. Mais sauf que tous les jours, il trouvait un nouveau tool, quoi. Et du coup, j'étais en mode, non, mais stop, en fait, on va pas. Tous les jours, il y aura un meilleur tool. Donc, et sauf qu'on n'avance pas. Et donc, vraiment, c'est ce que. Enfin, tu disais, Lucas, en début, c'est. En fait, là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de tools qui font de l'AI. Il y a beaucoup de tools qui se veulent comme vraiment. Enfin, ils automatisent tout et c'est super. 11x, j'avais fait une démo avec eux. Ils m'ont dit non, mais en fait, on veut pas comme customer. Vous êtes déjà trop avancé. J'étais en mode ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait. Alors que Lemlist, quand tu fais une démo, ils sont contents de t'avoir. Donc, tu vois, enfin, non, mais il y a un peu, c'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment ça. Et donc, du coup, faut faire attention aussi avec là sur LinkedIn et ainsi de suite, sur tout ce qui se passe côté AI. Tout le monde en parle. Là, le landscape AI, en fait, tu prends la même slide en 2023. Il y avait juste, enfin, c'était juste, il n'y avait pas AI avant, mais en fait, c'était les mêmes tools. Et Gorgias en fait partie. Hein. Avant, on était un helpdesk, maintenant, on est un AI helpdesk et ainsi de suite. Donc, du coup, là-dessus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment être en mode juste tester. Il y a énormément de jus de cerveau à mettre en place et il ne faut pas avoir peur de lancer des use cases, d'itérer dessus et après de les faire grandir. Mais avec la stack que vous avez, enfin, vraiment, là, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas besoin d'essayer de trouver le dernier tool qui va popper parce qu'en fait, il y en aura toujours un qui va être meilleur que l'autre. Mais après, c'est vraiment l'investissement que vous mettez au quotidien qui va faire la différence. Ouais. Et on peut peut-être faire un petit applaudissement, j'avais oublié, pour nos speakers. Merci beaucoup. Hein. Je sais pas, il y a des pizzas, mais il y a peut-être des questions. Qu'est-ce que vous préférez? Sébastien. Moi, j'avais une question qui revient sur ce que vous avez dit, toi et tous les trois, tous ensemble. Ça prend beaucoup de temps de trouver les use cases et de les déployer, d'itérer et de voir l'adoption, ainsi de suite. Comment vous les choisissez? Qu'est-ce que vous avez mis en place en fait, pour les choisir? Parce que tu peux mettre 600 use cases en place, 600 use cases à 2 mois, en fait, faut avoir des grosses équipes, quoi.
Nous, chez Alan, c'est un problème qu'on a eu beaucoup parce qu'on s'adresse à la population sales et donc pas que growth. En fait, on a eu en 2024, on avait une équipe dédiée qu'on appelait Sales AI, où on était vraiment dédié à chercher ces fameux use cases, à les tester, à itérer, à se créer notre conviction. Cette année, on a killé cette équipe parce qu'en fait, ça y est, on a atteint la maturité qui fait que maintenant tous les gens de l'équipe Sales Effectiveness utilisent de l'IA dans leur process. Mais l'année où on avait Sales AI, en fait, on fait vraiment un road mapping assez classique où tu vas beaucoup shadower les sales, voir leurs pain points, voir ce qui prend du temps. Nous, le gros gain qu'on a eu l'an dernier, c'est du temps, en fait. C'est des choses que tu peux faire à la main qui vont te mettre 10 minutes, mais en fait, avec de l'IA, ça t'en met 1 minute. Et donc, c'était l'erreur qu'on a faite au début, c'est d'essayer d'avoir une librairie de plein d'agents Dust qui couvrait un peu tout le tunnel de vente avec chacun, tu avais une quinzaine d'assistants au total qui faisaient chacun un petit truc. Et en fait, l'adoption était assez basse parce qu'on traquait nos fameux clics et tout ça. Et ce qui a unlocké complètement l'adoption, c'est de se dire, OK, en fait, on arrête de faire une librairie de tout. On en crée un très très bien qui va jusqu'au bout, qui fait gagner tant de minutes avec un ROI très clair. Non seulement du coup ça nous a permis d'avoir un vrai ROI sur certains projets, mais en plus ça nous a permis d'unlocker derrière la trust de nos sales parce qu'on a eu beaucoup de mal à les mettre sur le premier use case, mais ensuite les suivants maintenant quand j'en pousse un nouveau limite j'ai plus besoin de faire de pub, c'est du bouche à oreille et ils ont trop envie d'y avoir accès parce qu'ils savent derrière l'impact, enfin ils ont vu le gain que ça peut avoir. Donc voilà, je dirais ne pas faire la librairie de tout et focus vraiment sur un gros use case qui marche bien sur un pain point. Ouais, nous chez Gorgias, alors j'ai posé justement la question à Marie-Hélène juste avant la conf, parce que nous on est à justement ce stade-là où on a plein de use cases, on est en mode putain mais on peut tout faire avec l'AI, mais du coup comment prioriser et en effet, sa réponse c'était passer du temps en fait avec les utilisateurs finaux, trouver le pain point, bien le déployer, et parce qu'un projet dans une entreprise, il y a forcément de la politique, de la communication, et donc c'est un peu comme quand on rencontre une personne pour la première fois, on se fait une idée rapidement. Donc avec l'AI, c'est un petit peu pareil. Si en fait le projet il capote, après les autres suivants vont être beaucoup plus difficiles à déployer. Donc il faut juste trouver le meilleur use case qui va simplifier la vie des sales, des marketeurs, des people, et ainsi de suite. Et du coup, là, le déployer d'une manière sérieuse. Et après, ça suit, je pense. Mais on n'en est pas encore là chez Gorgias. On est justement en train de chercher ce use case-là. Enfin, on l'a trouvé et maintenant, il faut le déployer. Merci beaucoup. J'ai une question pour le bouton que tu as créé qui permet de faire le résumé. Est-ce qu'il est stocké dans le CRM ou est-ce qu'il est à chaque fois cliqué dessus? Ouais, en fait, c'est pour ceux qui sont sur Salesforce, c'est un screen flow qui permet du coup de dire qui le voit quand, etc. Parce qu'en fait, nous, il apparaît que dans un moment du tunnel de vente. Et du coup, quand il clique dessus, le screen flow, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un webhook à mon flow qui fait tout. Et j'ai une variable cachée, donc un champ Salesforce caché, qui stocke la conversation ID, donc le lien Dust, qui me permettra toujours de retrouver. Ce qui fait qu'en fait, c'est incrémental. Si j'ai d'abord fait un cold email et ensuite que j'ai eu d'autres infos, je vais pouvoir répondre à la conversation. Après, ça a ses limites. Une conversation Dust qui a trop d'infos avec plein de passés. Enfin, elle va finir par se perdre. Et donc, parfois, le bouton qui est Generate New Consumery, on le laisse toujours dispo. Donc, on a le latest Dust Convo stored et après, on a la possibilité d'overwrite et d'en générer une nouvelle avec les infos complètes. C'était une très longue réponse, mais ma question c'était juste du coup, à partir de ce bouton-là, est-ce que tu peux automatiser du coup le fait d'avoir une veille sur ces clients-là? Et en gros, qu'un client qui a fait telle action déclenche ce résumé-là et donc notifie le commercial de faire quelque chose? Alors oui, c'est tout à fait faisable parce qu'en fait derrière, c'est juste un checkbox yes/no. Donc en fait, n'importe quel trigger qui peut être, je sais pas, quelqu'un a changé de boîte, on peut chercher n'importe quel signal pour relancer ce truc-là. Nous aujourd'hui, ce qui le trigger, c'est l'enrollment. Donc c'est le passage dans un step qu'on appelle pre-qualified to qualification for sales. Et donc du coup, nous, il est automatisé quand tu passes à ce stage-là ou quand on est dans nos campagnes AI, le pilote qu'on est en train de faire avec la MIS. Alors, une question, c'est juste en fait en termes de scalabilité à ce stade, c'est-à-dire à quel point on peut pousser la chose, toutes vos différentes solutions, c'est-à-dire que tout d'un coup, est-ce qu'on peut faire x10 en termes d'équipe,
x10 en termes de contenu. Est-ce que déjà, à ce stade, vous avez déjà senti ces petits moments où ça fait « aïe ». Voilà la question. Nous, ouais, c'est des vraies questions qu'on se pose à chacun des use cases parce que du coup, maintenant, on est 9 dans l'équipe à tous en faire. Donc, il y a eu un moment où on se pose la question. Et en fait, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend vraiment du use case. Ceux où c'est du mass enrichment sur des millions de lignes, etc., par rapport à ce que nous, on a construit, ça marche pas parce qu'on va chercher trop d'étapes. Nos flows, ils sont bloqués à une demi-heure de run. Enfin, voilà, on a pas mal de problèmes de scalabilité comme ça, mais ils n'ont pas été conçus pour. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction du use case. Et pareil, l'IA, on peut lui demander de le faire en batch. Il y a une limite de batch, ou one by one. Si on a construit un truc one by one et que demain, on lui donne un batch, ça va plus marcher. Donc oui, c'est des problématiques qu'on a. Et en fait, on se pose la question en amont, au moment du framing du projet, à quel use case il va servir. Et parfois, même use case, nous, on l'a vu sur Account Summary, on a 2 flows avec un build différent si on veut le faire en masse pour nos campagnes IA ou si on veut le faire one by one parce que c'est le sales qui le trigger. Et sur la partie scalabilité, moi, ce dont mon manager me pose toujours la même question, c'est qu'en fait, nous, chez Gorgias, on voit les LLM comme sous 2 différents flows. Il y a la mass emailing, mass enrichment et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment, j'arrive avec un prompt, j'ai cleané avant la donnée et je lui demande juste une action de type trouve-moi l'industrie et c'est tout. Donc là, en général, on utilise des modèles qui sont très peu coûteux. Mini et ainsi de suite. Mais après, il y a du coup une autre partie qui est du coup là vraiment ce que fait Alan avec tous les triggers sur je vais chercher dans Slack, je vais chercher dans la boîte mail et ainsi de suite. Tout ça, en fait, c'est des modèles qui sont beaucoup plus coûteux. Et donc, mon manager est en mode non, mais en fait, fais de l'hardband avec ce flow-là. Et je suis là, non, mais tu te rends pas compte là, on va dépenser des milliers et des cents. Donc, en gros, il faut vraiment, pour moi, différencier vraiment 2 choses. Une partie très manuelle où là, il y a des vecteurs database qui vont chercher le bon knowledge et ainsi de suite, avec les bons flows et ainsi de suite. Ou alors la partie full automatisée et scalable, où là, vraiment, faut faire des tests avant sur les modèles, prendre ceux qui, du coup, ont un cost qui sont très faibles. Et mieux vaut, sur la partie email copywriting, au début, on était sur des modèles qui étaient plus coûteux. Et en fait, on s'est rendu compte que mieux vaut passer beaucoup plus de temps à faire du prompt pour tout d'un coup en fait avoir le prompt parfait qui va permettre à ChatGPT Mini, enfin à GPT Mini de faire le boulot, plutôt que de se dire je vais avoir la flemme, je vais prendre un modèle coûteux, je vais lui balancer des trucs et j'espère qu'il va me faire quelque chose de bien. Ça marche pas et c'est coûteux. Donc en fait, mieux vaut sur la partie scalabilité, mieux vaut essayer de passer beaucoup plus de temps sur le prompting pour avoir après des meilleurs résultats et des coûts moins chers. Bonjour, Nathan de chez Skello. Je vais reprendre le cas concret qui était vraiment bon pour notre entreprise, c'était la restauration chez Alan. Donc nous, chez Skello, on adresse 2 types de clients. On a des gros clients du key account type au bureau qui fait partie de nos clients, mais on adresse aussi du SMB, de la petite restauration. Et je voulais savoir si vous avez testé du coup l'efficacité de requêtes sur les LLM, type pour trouver le sirène ou pour générer des bios, des résumés du business pour le sales. Si vous avez testé ça sur du SMB, savoir s'il y avait quand même une efficacité ou il y avait un gros drop entre les key accounts et les petites entreprises sur les requêtes LLM. Non, ça marche sur les 2. En fait, nous, typiquement, dans le cas de Au Bureau, on ne parle pas au main parce qu'en fait, les franchisés sont vraiment indépendants et donc ils peuvent choisir chacun leur mutuelle. Donc, si tu veux, c'était comme s'ils étaient déjà des tout petits de 1 ou 2 à chaque fois. Enfin, peut-être pas 1 ou 2, mais en tout cas des tout petits. En plus, c'est des multi-franchisés, donc ça rajoute une complexité. Et ce truc marche vraiment très bien, même sur les petits, un indépendant, un restaurateur. Moi, par exemple, dans un des prompts que je mets pour tout ce qui est hôtel et restauration, je vais aller chercher plus d'infos qui sont typiquement dans... je sais pas, des outils comme leur site web s'ils en ont un, mais ça peut aussi être d'aller chercher leur page Facebook, ça peut être d'aller chercher des informations qui sont sur, je sais pas, Glassdoor, enfin en fait d'autres sites. Et en fait, moi je dis au prompt, va de préférence chercher sur ces sites où moi je sais qu'à la main j'irai les chercher. The Fork par exemple pour la restauration. Et en fait, il va du coup aller customiser quand même les infos qu'il va chercher en drivant un peu.
J'étais chez Scalo aussi. Et du coup, est-ce que vous avez réussi, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse aussi partout, par exemple, est-ce que vous avez déjà réussi avec l'IA à genre matcher, par exemple, du Google My Business, enfin, tu vois, du Google, Oui, on enfin, a des, ajouté Google My des Business. POS Google avec du Siret, tu vois, de la base Siret. Parce que je sais que Scalo, vous utilisez toujours la base Siret, j'imagine. Ça n'a pas changé. Cette semaine-là, si on passe sur du Google My Business ou si on reste que sur Sirène et comment on fait pour relier les deux. Parce que c'est vrai que c'est un sujet. Enfin, en gros, quand tu as un Siret, par exemple, si tu prends la boulangerie d'en face, elle s'appelle, je sais pas, la Micaline, mais en fait, quand tu regardes, c'est SARL truc. Ils ont pas Et le même c'est nom super dur de commerciaux. matcher en fait les établissements. Du coup, est-ce que tu as réussi à solver un peu ça avec l'IA ou pas? Ouais, pas outscale, c'est des sujets, mais justement de trouver. En fait, c'est nous, on part de la base Sirène, on part du Sirène, et on essaie. En fait, tu as un nom de société qui est différent du nom commercial affiché sur My Business ou même d'ailleurs dans la rue. Et donc, du coup, en fait, nous, on lui demande d'aller chercher le nom commercial. Parce qu'en fait, nous, la seule info dont on a besoin, en tout cas en tant qu'Alan, quand on appelle, c'est de connaître le nom du restaurant. C'est pas forcément d'avoir les avis et tout le reste, pour notre use case en tout cas. Et donc ça, c'est des choses qu'on arrive à faire avec cet assistant qui a le web browsing. Et après, en fonction du use case, d'aller ou pas sur du deep research. Après, il y a aussi un problème de coût si on va sur du deep reasoning, qui n'est pas du tout le même, surtout si tu commences à le faire sur toute ta base. Je pense que tu vas vite t'arrêter. Donc, mais nous, sur des cas pilotes, ouais, on arrive à le faire. Et du coup, comme nous, le Count Summary, c'est un bouton que tu cliques, donc du coup, ça limite le volume. Ça veut dire que quelqu'un la trigger et le veut vraiment. On va lui demander d'aller chercher l'info s'il l'a. Surtout ton TAM, c'est peut-être plus chaud, quoi. Ouais. Je me demandais si vous aviez eu déjà des use cases où vous aviez besoin de réentraîner un peu les LLM type ChatGPT, tout ça. En fait, nous, on n'a pas customisé. En fait, tu as plusieurs niveaux de customisation d'un LLM. Tu peux l'appeler en direct, juste appelle GPT et tu promptes en direct. Tu peux faire du fine-tuning et tu peux faire du RAG. Nous, on n'est pas allé sur le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est vraiment quand c'est déjà un petit peu plus profond en termes d'engineering et c'est vraiment là où tu vas paramétrer pour faire des tâches précises. Nous, on s'est rendu compte que pour tous nos use case sales, le RAG suffisait. Le RAG, c'est en gros, au lieu d'aller chercher dans tout ce qu'il sait, il va chercher dans la base que tu lui proposes. Et l'avantage d'un outil comme Dust, je fais beaucoup de promo pour Dust, mais c'est qu'en fait, ils ont démocratisé l'accès au RAG. C'est-à-dire que au lieu d'avoir besoin d'un eng qui sait le faire ou d'aller le chercher, tu vas juste plugger ta base de données ou ta connaissance interne et prompter dessus. Et le seul update qu'on a besoin de faire, c'est itérer sur le prompt, changer le LLM ou passer au niveau supérieur quand il y a besoin. Et notre RAG, parfois, oui, si nous, par exemple, notre façon de pitcher Alan a changé cette année, je vais du coup updater ça. Mais je n'ai pas besoin de le réentraîner sur des datasets, etc. Ouais, enfin, on a la même question sur notre partie de data science, parce qu'on dans l'Emis, on a une base de données, donc on travaille beaucoup avec beaucoup de volume de données. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas trop l'état de l'art, enfin, de ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que mon équipe m'a dit, mais notre équipe nous a dit, c'est plus l'état de l'art de faire du fine-tuning. Il y a très peu de cas d'usage où tu as besoin de faire du fine-tuning aujourd'hui, c'est beaucoup plus du RAG. Et du coup, c'est très rare, parce qu'en fait, quand tu fine-tunes, tu perds quand même beaucoup d'attributs très généralistes. Et donc, en fait, tu peux avoir des résultats qui sont. Enfin, il faut des cas d'usage vraiment hyper fins, hyper neuro, tu vois. Genre, et donc, tu perds beaucoup de propriétés, de généralisation du modèle. Donc, je crois pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de cas d'usage où tu aies besoin de faire ça, quoi. Charles, il y avait une question tout au fond. Alors, est-ce que vous avez des stats ou des intuitions sur l'emailing aujourd'hui en termes de taux de positive replies et aussi par rapport à d'autres canaux comme le call calling par exemple? Voilà. Est-ce que le call d'email est mort? Est-ce qu'au contraire avec l'IA on arrive à augmenter le pourcentage de replies? Est-ce que le call a de beaux jours devant lui? Voilà, c'est un peu tout ça que je me posais. Alors nous, je ne pourrais pas comparer avec les call calls parce que chez Gorgias, on ne fait pas de call calling. On n'a pas une SCV assez importante pour du coup aller faire du call call. Mais sur la partie emailing, c'est un peu difficile de sortir des stats là juste comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le premier point, c'est que l'hardband n'est pas mort. C'est juste que ça demande quand même beaucoup plus d'investissement qu'auparavant. Nous, enfin. Quand je parlais de 900 emails, en fait, c'est divisé sur du coup plein de domaines, plein de workspaces différents et ainsi de suite. Ça, c'est le setup un petit peu classique là, à l'heure actuelle. Le deuxième point, c'est que personnaliser l'email, c'est top. Ça te permet, comme tu as pu voir, que ça a augmenté le positive reply et ainsi de suite.
Mais le premier enjeu sur la hardband à l'heure actuelle, c'est la délivrabilité. Donc, tu as beau avoir les meilleurs emails et ainsi de suite. En fait, si ça tombe pas dans la mainbox, t'es un petit peu foutu. Et du coup, nous, alors, j'ai pas les derniers chiffres en tête. En fait, on est un peu en autopilot chez Gorgias côté hardband. Il faut que je me remette dedans là ce quarter. Mais on était environ, il y a 6 mois, on était à 20% de reply sur une séquence. Et après, sur cette séquence-là, on avait environ 5% de positive reply et après 50% de démo booking rate là-dessus. Mais ça, c'était il y a 6 mois. Objectivement, ça varie beaucoup. Nous, on a un TAM qui est quand même assez défini. Clairement, j'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais je l'utilise quand même. On l'a quand même bien essoré. Maintenant, tout le monde nous connaît. Donc, en fait, on essaye un petit peu de réduire le volume pour être plus pertinent. C'est pour ça qu'on est passé aussi côté Lemlist, parce qu'on essaye de mettre en place des flows email plus LinkedIn et ainsi de suite. Mais l'hardband pur et dur, c'est sûr que les beaux jours de l'hardband sont plus derrière que devant, je pense. Mais c'est quand même une channel, enfin nous chez Gorgias, c'est quand même une channel qui fait 20% du revenu sur la lead gen, donc en gros, ouais, on va dire 15% sur Gorgias en tant que tel. Donc c'est quand même une channel on l'abandonne pas. C'est juste que là, à l'heure actuelle, si vous êtes une petite boîte et ainsi de suite, de mettre en place le setup, en fait, c'est juste, c'est coûteux et il faut quand même de la technicité derrière. Donc, je pense pas qu'une petite boîte là, à l'heure actuelle, la plus-value, c'est de faire de l'hardband. Nous, chez Alan, l'email n'a jamais vraiment marché. On s'adresse à des RH qui n'ont pas du tout envie de changer de mutuelle, a priori. Donc, c'est vraiment le cold call qui marche au départ. Par contre, c'est complémentaire. C'est-à-dire que si on fait que le cold call sans rien, ça marche pas. Et donc, du coup, là où ça marche bien, c'est plutôt le multi-channel. C'est d'avoir à la fois du mail, à la fois du LinkedIn. Nous, les 3 gros canaux, c'est le mail, le LinkedIn et le cold call. Un petit peu le WhatsApp ou le SMS, mais ça vient peut-être un peu plus tard. C'est pas forcément du cold call. Mais l'IA ne révolutionne pas les taux de réponse sur les mails. Ce qui permet de faire, par contre, c'est d'automatiser de plus en plus en amont, ce qui fait que quand un sales commence son travail, ton prospect peut avoir déjà reçu un mail, déjà reçu un LinkedIn éventuellement, déjà customisé, plutôt que des templates tout faits qu'il n'aura pas lu. Et donc, du coup, c'est plutôt ça qui fait gagner. En fait, c'est le fait que du coup, ton call call va être plus pertinent que si tu n'avais pas fait ça en amont sur notre population. Ouais, on va prendre encore 2 questions. Après, on va aller. C'est ça, Greg? Ouais, ok. On va aller aux pizzas après. Alors, 2 questions. Vous parlez de 2 mois du coup pour construire un agent IA efficace. Le temps de cleaning de toute la donnée que vous allez mettre en input, c'est quoi à peu près? Alors, nous, c'est pas forcément 2 mois. Enfin, un agent, ça peut être 2-3 semaines, 2 semaines. Enfin, ça dépend. En fait, c'est vraiment en fonction du dépend. Et j'allais dire, Alan, c'est un peu le cas rêvé, mais nous, toute la base de données de la connaissance, elle existait en amont. Elle n'est pas propre à l'IA parce qu'on a une culture d'entreprise qui était très écrite et transparente. Et donc, du coup, c'est souvent d'ailleurs un énorme pain, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas lui donner parce qu'en fait, ta donnée. Et nous, on a une Sales Academy qui est très clean. On a tout qui était déjà documenté. Donc, on n'a pas trop eu ce problème. On avait même le problème inverse de lui dire en fait on en a trop, on a tout l'historique depuis que la boîte existe, on veut que le dernier, qu'on a résolu juste en faisant un cleaning et juste en filtrant sur les pages les plus récentes sur Notion. Mais on n'a pas trop eu cette problématique du coup. Nous de notre côté, pareil qu'Alan, dans le sens où on a, une des core values de Gorgias, c'est tout est transparent, donc on a énormément de Notion doc et ainsi de suite. Mais clairement, il y a une notion de OK, il faut identifier les notions doc qui vont passer du coup dans ta vector database pour ensuite du coup pouvoir être utilisé dans le RAG. Ça, c'est le premier point. Après, il y a un autre point aussi, c'est je pense qu'il faut, sur un use case précis, il faut pas, comme tu disais, mais il faut pas essayer de tout mettre d'un coup, quoi. Faut itérer et il faut aller petit à petit. Il faut commencer avec une V0 qui est quand même assez solide, comme ça tu peux la tester auprès de tes end-users. Mais il ne faut pas se limiter à wow, j'ai envie de tout cleaner dans un premier temps pour ensuite pouvoir passer à l'étape d'après. Je pense que c'est plus utiliser une source de données, avoir vraiment genre les bons documents, enfin la bonne knowledge database, commencer et après itérer, comme ça au moins tu peux vraiment
prioriser, on va dire, le data clean. Enfin, ton data clean, du coup, va être efficace parce qu'en fait, tu sauras qu'il faut ingérer d'autres documents et ainsi de suite. Mais c'est en effet un sujet, je pense qu'on n'en parle pas assez dans la partie, on va dire, RAG et ainsi de suite, mais la partie vraiment quel knowledge je mets à disposition de l'IA et ensuite comment je le mets à jour, si je dois le mettre à jour et ainsi de suite. Il y a quand même toute une partie de knowledge management. Nous, chez Gorgias, on n'a pas encore déployé les agents IA partout dans la boîte et ainsi de suite. Mais là, il y a des discussions qui sont en train d'être mises en place. Il y a vraiment ce sujet. OK, à quel moment, en fait, ce document, il est valide? À quel moment, il est plus valide? Et qui a le pouvoir pour décider ça? Ça, c'est quelque chose d'assez important aussi à mettre en place. Moi j'ai une dernière question. Comment vous gérez aussi l'équipe qui vient juste après et qui traite les réponses? Comment vous assurez qu'elle le fasse bien? Et est-ce que vous avez testé un peu plusieurs trucs est-ce que déjà leurs objectifs ont changé et ils font que du traitement de ces inbound post-réponse IA? Ou est-ce que c'est des sales account exec qui prennent la suite ou des trucs comme ça? Ouais, nous de notre côté, en fait, on avait de base, en fait, on a les sales chez Gorgias font pas d'outbound, font même pas d'emailing. En fait, tout est automatisé. Donc, en fait, là, les use cases Gorgias qu'on a mis en place n'ont pas changé la vie des sales et ainsi de suite. On est plus là dans un premier temps, on est plus vu comme des personnes qui les aident dans leur métier à aller plus vite, plutôt que, on va dire, à être remplacés. Même les SDR là qui avant étaient en catégoriser les réponses et ainsi de suite, et maintenant ils se focus uniquement sur les bonnes réponses. En fait, on les a mis sur d'autres projets. Donc finalement, ça, pour l'instant, je trouve que l'IA, elle permet d'aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas, chez Gorgias, on n'a jamais licencié quelqu'un parce que on utilisait de l'IA, quoi, de l'AI. Donc vraiment là-dessus, on n'a pas encore eu ces sujets-là. Je pense que quand on va commencer à vraiment rentrer, nous, sur la partie Sales Ops, il va y avoir ces questions-là. Et là, dans ces cas-là, je pense que c'est important que le leadership soit derrière ça, parce que sinon, ça peut à mon sens, créer des conflits assez importants. Est-ce qu'ils traitent bien aussi, au-delà de juste les remplacer? Comment tu t'assures que justement, à quel moment ils prennent le lead et ils font la bonne réponse pour bien suivre? En fait, nous, notre workflow, c'est vraiment, on a automatisé la création des emails, mais après, dès qu'il y a une réponse, c'est les SDR qui prennent en charge la réponse. Donc, on les a pas encore remplacés, on va dire. On les a pas encore, on n'envoie pas le follow-up à partir du moment où il y a une réponse. On n'a pas encore d'agent IA qui va traiter cette réponse-là et qui va après, du coup, follow-up avec le lead. Et du coup, après, en fait, tu es tout automatisé et tu n'as plus besoin de personnes. Et je pense que cette vision-là, en fait, on va la voir dans peut-être quelques temps, mais dans ces cas-là, les SDR qu'on va utiliser, en fait, on va les train sur justement avoir de l'observabilité sur la réponse de l'IA, pouvoir. On veut les onboarder avec on va dire ce changement-là. Et l'idée, c'est qu'ils se deviennent à un moment donné des prompt engineers. C'est ce qu'on fait vraiment côté Gorgias. Donc, on a développé un outil de customer support. Et là, vraiment, pour le coup, côté customer support, on répond aussi à énormément de questions. Donc, Gorgias est en train de remplacer, on va dire, les customer support agents chez nos clients. Mais en fait, il y a quand même toute une partie paramétrage, une partie observabilité de l'AI et ainsi de suite, où il y a encore besoin d'humains. Et là, à l'heure actuelle, quand on dit à un lead, on va remplacer tes équipes support, ça marche pas du tout, quoi. C'est plus, en fait, non, on n'en est pas encore là. Clairement, ça les permet de se positionner plus sur de l'upsell, sur du cross-sell, sur des choses comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de remplacement là de ce que fait l'humain. Bon, merci encore à tous les trois. Merci à tous ceux qui ont